Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer de parler un peu des célébrations de la fin de l'hiver qui sont issues de la fête saisonnière d'Imbolc dans la terminologie celtique. Alors, et de fait, ces jours-ci sont un peu partout, en France, en Allemagne, en Suisse, des jours de carnaval. Hein, vous savez évidemment que le carnaval, en théorie, devrait se dérouler le Mardi Gras, mais comme le Mardi Gras est désormais rarement férié, eh bien, Carnaval a pris son indépendance en quelque sorte et est placé le week-end. Et alors, dans cette petite vidéo, je voudrais parler un peu des affrontements symboliques qui ont lieu pendant le carnaval et aussi du rite du bonhomme hiver qui est lié à ces affrontements symboliques. Alors, on a un témoignage assez amusant et ancien hein, de ces batailles symboliques dans le quart-livre du Pantagruel de Rabelais, hein, avec cette bataille qui oppose les andouilles au carême prenant. Et cette bataille qui est survolée par un dieu porcin, Mardi Gras, il est appelé Mardi Gras, et ce dieu fait songer un peu au dieu sanglier celtique. Alors, dans Rabelais, il y a évidemment beaucoup de couches de significations différentes, mais on va juste garder celle-là qui est simplement une transposition dans son récit hein, des affrontements carnavalesques. Alors, ces affrontements, évidemment, ils sont tout à fait symboliques. Il n'y a pas d'antagonisme réel. Le, de même, hein, on le voit bien comme on l'avait vu la dernière fois, hein, dans le tableau du disciple de Jérôme Bosch, et où on voit se faire face les lumineux mangeurs de viande rouge et les sombres mangeurs de poissons qui s'affrontent en dansant, eh bien, dans toutes ces mises en scène, on voit qu'est soulignée une mise en scène du cycle lunaire, hein, qui mène de la pleine à la nouvelle lune. Encore plus, hein, d'ailleurs, peut-être plus particulièrement qu'ailleurs dans ce tableau du disciple de Jérôme Bosch. Mais, et ça c'est très important, ça on ne le voit pas tellement peut-être dans le quart-livre du Pantagruel, mais dans le tableau du disciple de Jérôme Bosch, oui, eh bien, euh, toutes ces représentations partent du principe que la pleine et la nouvelle lune sont fondamentalement identiques. C'est toujours une seule et même lune qui se laisse entrevoir différemment dans son cycle lorsqu'il, le lune, disparaît dans la matrice féminine avant de renaître sous sa forme visible et masculine, éclairée par la soleil. Autrement dit, la force de vie se cache pour mieux renaître. Et on comprend bien que tout ça se place dans la logique de la fin de l'hiver. C'est aussi pourquoi les rites carnavalesques de destruction du bonhomme hiver, qu'on trouve un peu partout en Europe, donc cette grande effigie qu'on érige lors de carnaval et qui est en général transportée dans le cortège, et qui est ensuite brûlée, eh bien, cette destruction, elle prélude à l'arrivée des forces vitales printanières. Pourquoi? Parce que ce qui a été détruit va renaître sous une autre forme. Alors oui, le grand mannequin Bonhomme Hiver, qui est construit et dressé, si on veut, à l'effigie des rigueurs de l'hiver, qui personnifie le changement de saison, eh bien oui, il va terminer dans les flammes. Bonhomme Hiver doit être anéanti, mais pour mieux se relever, comme figure de l'abondance. Et c'est toujours un seul et même personnage, en fait, qui se relève. L'esprit tutélaire tombe et se relève. C'est aussi, on comprend bien, une mise en scène de la logique des saisons. Alors, après avoir honoré le bonhomme hiver pendant la procession, hein, pendant le défilé, hein, c'est bien une procession qui est en son honneur, hein, c'est même, on peut dire, une procession du bonhomme hiver, eh bien, le personnage
est embrasé dans un grand feu de joie, et ce feu de joie, qui est un moment par excellence de toutes les fêtes, met donc en scène une transformation saisonnière de la force vitale, en d'autres termes. On comprend, la force vitale ne meurt pas, elle se métamorphose simplement, pour ensuite mieux se faufiler à tout moment entre les arbres, d'animaux en animaux, et enfin, elle vient animer la vie des humains. Alors la tradition de quelques bonhommes hiver est restée très vivace dans le nord de l'Europe en particulier, dans les Balkans, au nord des Balkans, dans les pays slaves des balkaniques, et aussi dans les autres pays slaves. Par exemple, en Russie, on brûle la dame Maslenitsa avec beaucoup de consommation de blinis au fromage blanc, hein, de la même manière qu'on mange des crêpes pour la Chandeleur, et pour les mêmes raisons. Hein, c'est parce que vers la fin de l'hiver, il faut manger les restes de froment. Et on brûle la dame Maslenitsa pour qu'elle fasse place à la Kostroma printanière. Alors, c'est pas le seul exemple, bien entendu. Hein, dans les carnavals belges, ben c'est le bonhomme hiver, hein, tout simplement. À Zurich, c'est le bug du sexy lutte. Et le bug, donc on entend bien l'homophonie, ben c'est rien d'autre que le boogeyman, bugbear, effrayant des légendes anglaises. Alors, plus au sud, en Slovénie, ce sont les personnages inquiétants, Tagrdi, du défilé des Kurants, qui sont chargés d'anéantir le géant de l'hiver qui là-bas a un nom qui est Poust. Mais on trouve aussi d'autres types d'affrontements qui mettent en scène le changement de saison. Par exemple, au nord de l'Italie, on voit souvent un ours qui affronte victorieusement une sorte de vouivre. En Grèce du Nord, les Koudonophoroi mettent en scène le combat du printemps contre l'hiver aussi, et toujours pour que l'hiver termine. En Suisse, de nouveau, on a un rite très intéressant dans le canton de l'Appenzell. À la fin de l'hiver, est marqué en effet par le carnaval, mais d'abord par d'immenses bûchers qui mettent bien en avant la valeur cérémonielle du feu et qui préludent à Mardi Gras, où là est mis en scène une figure de cheval printanier et qui fait penser au personnage du hobby horse anglais, hein, qui est omniprésent dans les traditions carnavalesques en Angleterre. Et ce cheval, que ce soit celui de l'Appenzell ou de l'Angleterre, du hobby horse anglais, eh bien, il fait songer, bien sûr, à la déesse celte Epona, dont l'animal emblématique est le cheval. Et c'est cette même ambivalence hein, entre le passage des saisons, cette ambivalence qu'on trouve mis en scène dans le défilé en son honneur du bonhomme hiver et ensuite sa destruction. Donc vous voyez, on voit bien il y a les deux aspects. Ben, c'était la même ambivalence qu'on trouvait un peu plus tôt dans toutes les festivités qui avaient lieu autour de Saint-Nicolas. En effet, à tout Saint-Nicolas, il faut un serviteur redouté. Vous voyez, c'est la même ambivalence. Et son serviteur redouté, ben c'est pour les francophones en général le père Fouettard, le Zwarte Piet aux Pays-Bas, hein, le Pierrot noir, qui figure avant tout la nouvelle lune. À Schwytz, le père Fouettard s'appelle le Geiselklepfer, et au sud de l'Allemagne, c'est le Knecht Ruprecht. Le Krampus en Autriche, bien sûr, hein, qui est le double sombre de Saint-Nicolas, et qui est célébré lors de la vigile de la Saint-Nicolas, hein, pendant la Krampusnacht, avec sa course du Krampus, hein, le Krampuslauf. Et en Alsace, c'est un personnage qui s'appelle Hans Trapp, et qui accompagne parfois une Sainte Lucie,
couronné de chandelles, et qui a été curieusement transformé à la Renaissance en Christkindl, en enfant Jésus. Alors, c'est des traditions qui sont très anciennes, mais qui se sont transformées, parce que on voit bien d'ailleurs pourquoi une jeune fille continuerait de figurer un enfant Jésus, ça n'a pas beaucoup de sens, hein, alors que si elle figure une Sainte Lucie, c'est paraît plus raisonnable. Et de fait, dans les pays scandinaves, la célébration de Lucie s'est maintenue sous le nom de Lucie. Et très clairement, hein, ça renvoie à une figure tutélaire, d'un esprit hivernal, féminin, porteuse de lumière. Alors, pour revenir en Suisse, en Appenzell, toujours, eh bien c'est à la Saint-Sylvestre, donc au cœur de l'hiver, qu'on va retrouver des personnages du même genre, hein, proches de Nicolas et de son père Fouettard. Et là, on fait défiler un triple cortège, avec d'un côté les Nicolas de la Saint-Sylvestre, qui sont divisés en beaux, les schöne, d'une part, les affreux, les wüste, de l'autre, et qui ont un costume qui me fait penser à l'homme sauvage, et puis entre les deux, les beaux affreux, les schöwüchste, qui sont une espèce de mélange des deux, et qui font bien sentir qu'en réalité, bien sûr, il s'agit d'un même personnage, mais sous diverses formes. Et on est aussi renvoyé, bien sûr, aux phases de la Lune, avec d'un côté une nouvelle Lune, de l'autre une pleine Lune, et au milieu, eh bien, les phases de la Lune. Mais tous les trois personnages sont munis de cloches et de grelots, ce qui les rend assez proches quand même les uns des autres, et ils chantent un yodel sans parole, le Zauderli. Et c'est un grand tintamarre carnavalesque, qui est le moment aussi où on souhaite la bonne année à tous. On sent bien qu'ici il y a une représentation plus nettement pré-chrétienne des figures sur lesquelles sont basés Nicolas et le père Fouettard. Dans les pays rhénans plus septentrionaux, et ça c'est très intéressant, on trouve le Belschnickel qui combine les deux personnages en un seul. Et là le message passe encore de manière peut-être encore plus forte. Les deux rôles sont combinés en un seul et même homme sauvage, couvert de fourrure, et cette figuration souligne très clairement que ce sont bien que les deux faces du même personnage, un peu comme Janus Bifrons, hein, le dieu des commencements et des fins, qui était célébré à Rome le 1er janvier aussi. Et voilà, c'est ainsi que s'est conservé à travers le carnaval toute l'ambivalence des fêtes saisonnières. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis à très bientôt.